Absolument. Voici la traduction du texte en français. Titre, une petite fille en fauteuil roulant est harcelée à l'école tous les jours, son père arrive et voit tout. Avant de plonger dans l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous regardez. Bonne lecture. Le matin de septembre apportait une brise fraîche alors que Daniel Matthews se garait devant l'école élémentaire Jefferson. Le parking grouillait d'enfants et de parents qui se saluaient après les vacances d'été, leur rire remplissant l'air. Sur le siège passager, Emily Matthews, 10 ans, était assise tranquillement, ses doigts traçant nerveusement les roues de son fauteuil roulant plié à l'arrière. « Prête, ma grande ?» demanda Daniel, ses yeux oscillant entre sa fille et son téléphone qui vibrait. Encore un appel de travail qui arrive. « Rappelle-toi, Madame Rodriguez sait que tu reviens. Tu as tes médicaments dans ton sac, n'est-ce pas ?» Émilie hocha la tête, observant les autres enfants monter les marches de l'école en courant. Son estomac se serra lorsqu'elle remarqua quelque chose que son père n'avait pas vu. La rampe à l'entrée latérale était bloquée par un chariot d'entretien. « Papa » commença-t-elle, mais le téléphone de Daniel sonna à nouveau. « Désolé, une urgence au travail. » Il répondit rapidement, sa voix prenant un ton professionnel. Matthews à l'appareil. Avec des mouvements rodés, Daniel aida Emily à s'installer dans son fauteuil roulant tout en continuant sa conversation téléphonique, ses phrases étant courtes et distraites. Emily serra contre elle son sac à dos rempli de nouveaux cahiers et le journal spécial que sa grand-mère lui avait offert pendant son séjour à l'hôpital, celui avec des papillons sur la couverture. « Oui, je peux être là vers 10 heures, » disait Daniel. Il s'agenouilla, donna un rapide baiser sur le front d'Emily et lui chuchota, « Passe une excellente première journée, montre-leur à quel point tu es brillante. » Emily força un sourire, observant la silhouette de son père s'éloigner alors qu'il se précipitait vers la voiture. 3 mois d'absence pour des traitements médicaux, et elle avait l'impression que rien n'avait changé. Papa était toujours en train de courir, toujours ailleurs, même lorsqu'il était juste à côté d'elle. « Emily, bienvenue. » Madame Rodriguez apparut, son sourire chaleureux, mais ses yeux se dirigeant vers l'horloge. La première cloche avait déjà sonné. « Trouvons quelqu'un pour régler ce problème de rampe, d'accord ?» 20 minutes plus tard, Emily entra finalement dans sa classe, tous les regards se tournant vers elle alors que les roues de sa chaise grinçaient contre le linoléum. La leçon avait déjà commencé. « Ah, Emily, dit M. Cooper, son professeur, avec un sourire maladroit, nous vous avons aménagé une place au fond, c'est plus facile pour tout le monde. » Au fond, où les étagères bloquaient partiellement le tableau, où elle devrait se forcer pour voir au-delà des têtes de 24 autres élèves. « Merci, » chuchota Emily, parce que c'est ce que les filles polies disaient, même lorsque leur cœur se serrait. Elle se dirigea vers son coin désigné. Elle entendit les chuchotements. Est-ce qu'elle est revenue pour de bon? Ma mère dit que son cerveau est malade aussi, pas seulement ses jambes. Est-ce qu'elle a toujours ces trucs bizarres qui tremblent? Emily garda les yeux fixés vers l'avant, faisant semblant de ne pas entendre. Elle sortit son cahier alors que M. Cooper continuait la leçon de mathématiques, essayant de se concentrer sur la vue partielle du tableau. Pendant le déjeuner, Emily découvrit que les tables de la cafétéria n'étaient pas conçues pour les fauteuils roulants. Elle s'assit au bout d'une table, à moitié incluse, tandis que la conversation coulait autour d'elle comme si elle était invisible. Jasmine une fille discrète avec des lunettes, qui était assise 2 rangées devant elle en classe, lui fit un petit sourire avant d'être emmenée par ses amis. Lorsque la cloche finale sonna, Emily attendit près du bureau de la direction l'arrivée de son père. Les autres enfants passaient en groupe en riant, une rivière de connexion dans laquelle elle ne semblait pas pouvoir entrer. La voiture de Daniel arriva avec 15 minutes de retard. « Désolé, ma grande, » dit-il à travers la fenêtre ouverte. La réunion a duré longtemps. Comment s'est passée ta première journée? Emily serra plus fort contre elle son journal à papillons. Il y avait tellement de choses qu'elle pourrait dire, la rampe bloquée, l'exil au fond de la classe, les chuchotements, la solitude. Au lieu de cela, elle sourit. Ça allait, papa. Daniel hocha la tête, un soulagement se répandant sur son visage fatigué alors qu'il l'aidait à monter dans la voiture. C'est super, ma grande, c'est vraiment super. Alors qu'ils rentraient chez eux, Emily regarda par la fenêtre, comptant déjà les heures avant de devoir y retourner demain. Dans son esprit, elle écrivait déjà dans son journal, non pas les choses qu'elle pourrait dire à son père, mais celles qu'elle ne pouvait pas.
Le micro-ondes sonna alors que Daniel sortait le dîner d'Émilie, un plat surgelé qu'il avait fait chauffer en répondant à des emails. Dans la faible lumière de la cuisine, il bougeait mécaniquement, mettant la table, tandis que son esprit restait concentré sur la date limite du projet de construction qui approchait le lendemain. Le dîner est prêt, ma grande, appela-t-il, puis il jeta un coup d'œil à l'horloge. Presque 8 heures. Son service de nuit à la société de sécurité commençait à 9 heures, lui laissant à peine le temps d'installer Émilie avant de repartir. Alors qu'Émilie se dirigeait en fauteuil roulant vers la table, Daniel remarqua les devoirs intacts sur la table basse. « Tout va bien à l'école aujourd'hui? Tu as besoin d'aide pour ces maths. »« Ça va, » dit Émilie doucement, faisant glisser les macaronis dans son assiette. « M. Cooper dit que je suis en train de rattraper. »« D'accord, » acquiesça Daniel, soulagé. « Une chose de moins à me soucier. » Il attrapa son agenda pour vérifier l'emploi du temps du lendemain lorsque ses yeux furent attirés par le petit cadre argenté caché derrière le saladier. Le sourire de Sarah le regardait, la photo ayant été prise quelques mois seulement avant l'accident qui l'avait laissé père célibataire. Il retourna rapidement le cadre face contre table. « Papa », la voix d'Émilie le ramena à la réalité. « Tu peux signer ça ?» Elle lui tendit un formulaire d'autorisation. « C'est pour quoi faire ?» demanda-t-il, attrapant déjà un stylo. « Juste un truc d'école, tout le monde doit le signer. » Daniel griffonna sa signature sans lire le formulaire, son esprit se tournant déjà vers sa prochaine tâche. « J'ai laissé tes médicaments sur le comptoir de la salle de bain, n'oublie pas la pilule bleue ce soir. » Plus tard, après avoir aidé Émilie à se mettre au lit, Daniel s'arrêta dans le couloir. De sa chambre, il pouvait entendre le grattement d'un stylo sur du papier. La lumière d'Émilie était toujours allumée, alors qu'il lui avait dit bonne nuit il y a 15 minutes. Il envisagea d'aller la voir, mais sa montre indiquait 8h40. S'il ne partait pas maintenant, il serait en retard au travail. « Je m'en vais, ma grande », appela-t-il. « Madame Wilson, la voisine, sait que je travaille ce soir si tu as besoin de quelque chose. » Le grattement s'arrêta. « D'accord, papa », répondit la petite voix. Dans le silence de sa voiture, Daniel serra le volant et murmura « Je fais de mon mieux, Sarah, je fais tout ce que je peux. » Le lendemain, à l'école, Émilie se faufila prudemment dans le couloir, longeant le mur pour éviter la cohue des élèves. Elle avait appris la veille qu'il était plus sûr de rester sur le côté, moins de chances de se faire bousculer accidentellement ou de se faire heurter sa chaise. En classe, M. Cooper ramassa les formulaires d'autorisation signés. Lorsqu'il arriva à Émilie, il fronça légèrement les sourcils. Il s'agit du programme alternatif d'éducation physique, Émilie. Tu seras à la bibliothèque pendant le PS puisque tu ne peux pas, fit-il un geste vague vers son fauteuil roulant. Mais je peux quand même participer à certaines choses, dit Émilie, se souvenant des mots de son physiothérapeute sur l'adaptation et l'inclusion. Le sourire de M. Cooper n'atteignit pas ses yeux. La bibliothèque, c'est mieux. Madame Danvers te surveillera. Pendant la pause du matin, Émilie essaya de positionner sa chaise près d'un groupe de filles qui discutaient d'une émission de télévision populaire qu'elle regardait aussi. Elle attendit une pause avant de proposer « J'adore cette émission aussi. Avez-vous vu l'épisode de la semaine dernière où en fait, on parle de la nouvelle saison ?» l'interrompit une fille, celle qui vient de sortir. « Oh » dit Émilie, dégonflée. Pendant ces 3 mois d'absence, le monde avait continué d'avancer sans elle. Au fil de la journée, Émilie remarqua comment les discussions en classe se déroulaient au-dessus de sa tête, comment les activités de groupe se formaient avant qu'elle ne puisse se joindre, comment même les enseignants parlaient parfois au-dessus de sa tête à d'autres. Ce n'était pas de la méchanceté, juste de l'invisibilité. Au déjeuner, 2 garçons jouant à la balle envoyèrent une balle volée vers son plateau. Le fracas attira l'attention alors que sa brique de lait se renversait, trempant son sandwich et sa chemise. « Désolé », cria l'un, sans avoir l'air particulièrement désolé. « Je ne t'ai pas vu là. » La surveillante de la cafétéria soupira en apportant des serviettes en papier. « Les accidents arrivent tout le temps, » dit-elle, sans croiser le regard d'Émilie, surtout avec avec la chaise qui prend de la place. Cet après-midi-là, Émilie plaça soigneusement une note pliée dans la poche de la veste de Daniel avant qu'il ne parte pour son travail de jour. « S'il te plaît, viens à l'école, déjeuner demain, juste une fois, disait-il. Sa calligraphie soignée remplissait le petit papier. Mais plus tard, à la maison,
alors que Daniel se précipitait pour faire la lessive entre deux emplois, la note tomba inaperçue parmi les factures et les reçus qu'il avait sortis de ses poches, un autre message inattendu perdu dans le tumulte de la survie. Ce soir-là, Émilie ouvrit son journal à papillons et écrivit « Chère maman, deuxième jour de retour à l'école, j'essaie d'être courageuse comme tu l'as toujours dit, mais je pense que les gens voient d'abord la chaise et moi en deuxième, parfois pas du tout. Papa essaie aussi. Je vois à quel point il est fatigué. Je ne veux pas être un autre problème qu'il doit résoudre. » Elle s'arrêta, son stylo planant au-dessus de la page avant d'ajouter « Être vu me manque. Tu me manques. » Émilie avait mis au point un système en une seule semaine de retour à l'école. Elle arrivait tôt pour se déplacer dans les couloirs lorsqu'ils étaient encore vides. Elle gardait son argent de poche dans sa poche gauche, là où il était plus difficile pour les mains qui se bousculent accidentellement d'atteindre. Elle avait appris quelle toilette avait des cabines accessibles qui fonctionnaient et quel professeur l'attendait vraiment lorsque les cours changeaient. Aujourd'hui, cependant, son système était confronté à un nouveau défi. La cafétéria avait réorganisé ses tables pour une assemblée spéciale plus tard, créant un labyrinthe étroit auquel elle ne s'était pas préparée. « Tu as besoin d'aide ?» demanda Jasmine Lou, apparaissant à côté du fauteuil roulant d'Émilie. En classe, Jasmine restait assise tranquillement, attirant rarement l'attention sur elle. « Je pense que je peux me débrouiller, » répondit Émilie, avançant prudemment. Jasmine marcha à côté d'elle de toute façon. « Mon cousin utilise aussi un fauteuil roulant. Les gens ne se rendent pas compte de toute la planification qu'il faut juste pour se déplacer. » Émilie sentit une étincelle de connexion, quelqu'un qui comprenait sans qu'elle ait à s'expliquer. Elles avaient presque atteint une table libre lorsque Troy et Marcus, deux garçons connus pour leur pitrerie dans le couloir, se mirent à courir entre les tables. « Attention !» cria Jasmine, mais trop tard. Le coude de Troy heurta le plateau d'Émilie, faisant voler son déjeuner. Le fracas fit taire la cafétéria pendant un instant alors que le lait se répandait sur le sol et que son sandwich atterrissait face contre terre. « Ouah, je ne t'ai pas vu en bas » rit Troy, tapant dans la main de Marcus. Madame Benson, la surveillante de la cafétéria, s'approcha avec un froncement de sourcils et une poignée de serviettes en papier. « Pas encore » soupira-t-elle, comme si Émilie avait causé le bazar. Les accidents arrivent tout le temps avec ces chaises. Elles ne sont pas vraiment faites pour les espaces bondés. Émilie sentit ses joues brûler alors que les élèves la fixaient. Jasmine s'agenouilla pour aider à nettoyer, mais Madame Benson lui fit signe de s'éloigner. « Va manger ton déjeuner, ma belle. »« Je m'en occupe, » dit Madame Benson, essuyant à contre-cœur le sol tout en marmonnant des aménagements spéciaux et du travail supplémentaire. « Tiens » murmura Jasmine, faisant glisser la moitié de son sandwich sur le plateau d'Émilie avant d'être appelée par ses amis habituels. Ce soir-là, Émilie se plaignit de maux de ventre. « Tu dis ça souvent ces derniers temps » fronça Daniel, posant une main sur son front. « Pas de fièvre. Est-ce tes médicaments ou » la peur apparut dans ses yeux. « Est-ce que ton état s'aggrave ?»« Non, papa. »« Ce n'est qu'un mal de ventre » insista Émilie, bien que le nœud dans son ventre vienne de la crainte, pas de la maladie. Le lendemain matin, le mal de ventre s'aggrava comme par hasard. « Je ne me sens vraiment pas bien » dit Émilie, recroquevillée dans son lit. « Est-ce que je peux rester à la maison aujourd'hui ?» Le visage de Daniel se plissa d'inquiétude. « Laisse-moi appeler le docteur Patel. » Ça continue d'arriver. 2 heures plus tard, ils étaient assis dans le cabinet du docteur Patel. Le médecin examina Émilie en profondeur, vérifiant ses réflexes et l'interrogeant sur ses médicaments. « Physiquement, tout semble stable » dit finalement le docteur Patel, regardant Daniel plutôt qu'Émilie. « Aucune progression des symptômes au-delà de ce à quoi nous nous attendrions. » Alors pourquoi les maux de ventre ? Pourquoi ne pas vouloir aller à l'école ? Demanda Daniel. Émilie fixa le sol, se sentant à nouveau invisible alors qu'il discutait de son corps et de son comportement au-dessus de sa tête. Le docteur Patel jeta un bref coup d'œil à Émilie. « Comment se passe l'école ? Tu te fais de nouveau des amis ? » C'était sa chance. Émilie ouvrit la bouche pour expliquer les incidents du déjeuner, les chuchotements, l'isolement, mais vit ensuite l'inquiétude gravée sur le visage de son père, les cernes sous ses yeux à cause de ses doubles services pour payer ses traitements. « L'école va bien » dit-elle doucement. « Juste des trucs d'école normaux. » Le docteur Patel hocha la tête, reportant son attention sur Daniel.
Les enfants atteints de maladies chroniques développent parfois de l'anxiété à propos de l'école. C'est tout à fait normal. Les maux de ventre sont probablement liés au stress, pas à une progression de ces symptômes neurologiques. Sur le chemin du retour, Daniel tendit la main pour serrer la main d'Émilie. « Je suis content que ça ne s'aggrave pas, ma grande. Tu m'as fait peur. » Émilie hocha la tête, regardant par la fenêtre. Elle était devenue douée pour cacher les choses, ses sentiments, ses luttes, les petites ecchymoses sur ses bras à cause des collisions accidentelles dans le couloir. Ce soir-là, alors que Daniel se préparait pour son service de nuit, Émilie était assise avec son journal à papillons ouverts, écrivant soigneusement « Chère maman, aujourd'hui j'ai failli tout dire à papa et au docteur Patel à propos de l'école, mais papa travaille déjà si dur à cause de mes factures médicales. Il a l'air si fatigué tout le temps. Je ne veux pas être un autre problème à résoudre. Personne ne me voit vraiment à l'école de toute façon. C'est comme si j'étais un fantôme en fauteuil roulant, sauf quand ils ont besoin de quelqu'un pour rire. Je me demande si je serai toujours invisible maintenant. » Elle ferma rapidement le journal en entendant les pas de Daniel, le glissant sous son oreiller alors qu'il venait l'embrasser. « Bonne nuit, je t'aime, ma grande, dit-il, ajustant sa couverture. Demain, ce sera mieux. » Mais alors qu'Émilie entendait la porte d'entrée se fermer derrière lui, elle se demanda comment demain pourrait être différent si personne ne pouvait voir ce qui se passait aujourd'hui. Le lundi matin apporta de la pluie et un remplaçant. Émilie entra en classe en fauteuil roulant et trouva une grande femme aux cheveux argentés qui rangeait les pupitres en demi-cercle plutôt que dans la disposition habituelle. « Tu dois être Émilie, » dit la femme en s'agenouillant réellement pour se mettre au niveau des yeux d'Émilie. « Je suis Madame Peterson. Je remplacerai M. Cooper cette semaine pendant qu'il est à une conférence. » Émilie hocha la tête, surprise d'être interpellée directement. « J'ai un peu changé les choses, » continua Madame Peterson en faisant un geste vers le demi-cercle. « Tout le monde peut voir tout le monde de cette façon. J'ai laissé de la place pour ton fauteuil roulant juste ici devant. Ça va ? » « Oui, » dit Émilie en retrouvant sa voix. « C'est parfait. » Alors que les élèves entraient, ils remarquèrent immédiatement le changement. Troy et Marcus grommelèrent de perdre leur place au fond, tandis que d'autres semblaient intrigués par le nouvel arrangement. « Bonjour à tous », commença Madame Peterson une fois que la cloche eut sonné. « Je crois que l'éducation fonctionne mieux lorsque nous pouvons tous nous voir et nous entendre. Aujourd'hui, nous allons essayer quelque chose de différent. » Au lieu du cours habituel, Madame Peterson les divisa en groupes mixtes pour un projet d'écriture créative. Émilie se retrouva en équipe avec Jasmine et deux garçons qu'elle connaissait à peine. Chaque groupe créera une histoire sur le dépassement d'un obstacle, expliqua Madame Peterson. Tout le monde doit contribuer, Émilie attendit l'exclusion habituelle, mais Madame Peterson ajouta, et j'observerai pour m'assurer que les idées de chacun sont incluses. Dans leur coin, les deux garçons regardèrent Émilie avec maladresse. Alors, quel devrait être notre obstacle, demanda l'un d'eux. Émilie hésita, puis proposa, que diriez-vous d'une histoire où quelqu'un perd sa voix et doit trouver de nouvelles façons de se faire entendre ? Les yeux de Jasmine s'illuminèrent. C'est génial. Étonnamment, les garçons furent d'accord et bientôt ils contribuaient tous avec des idées. Pour la première fois depuis des semaines, Émilie sentit ses pensées valorisées, sa présence reconnue. Lorsque les groupes présentèrent leurs histoires, Madame Peterson rayonna lorsqu'Émilie lut avec assurance leur introduction. Excellente utilisation de la métaphore, Émilie. Tu as beaucoup de talent pour l'expression créative. Tout au long de la semaine, Madame Peterson continua de remodeler l'environnement de la classe. Elle apporta des livres mettant en scène des personnages divers, dont certains handicapés. Pendant les sciences, elle s'assura que les laboratoires soient abaissés pour l'accès d'Émilie. À la récréation, elle présenta des jeux inclusifs auxquels tout le monde pouvait jouer quelle que soit sa mobilité. Mercredi, Madame Peterson remarqua Émilie grimacer en levant le bras. « Émilie, peux-tu rester un moment après le cours » demanda-t-elle doucement. Lorsque les autres élèves partirent déjeuner, Madame Peterson demanda gentiment, « J'ai remarqué que tu semblais mal à l'aise en bougeant ton bras gauche. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?» Émilie baissa les yeux sur la petite ecchymose visible sous sa manche. Un souvenir de la collision accidentelle d'hier avec Troy dans le couloir. Juste la circulation du couloir, marmonna Émilie. C'est bondé entre les cours. Les yeux de Madame Peterson reflétèrent de l'inquiétude. Est-ce que ça s'est déjà produit ?
Émilie haussa les épaules. Parfois, ce n'est pas grave. C'est grave, Émilie. Ton confort et ta sécurité comptent. Cet après-midi-là, Émilie surprit Madame Peterson en train de parler avec Madame Benson dans le couloir. Inquiète au sujet des transitions dans le couloir pour Émilie, disait Madame Peterson. Peut-être pourrions-nous mettre en place un système les enfants ayant des besoins spéciaux se blessent facilement, interrompit Madame Benson d'un ton dédaigneux. Nous ne pouvons pas restructurer toute l'école pour un seul élève. En plus, ces choses-là les endurcissent pour le monde réel. La réponse de Madame Peterson fut trop faible pour qu'Émilie l'entende, mais son expression était troublée. Vendredi arriva trop vite. Madame Peterson avait annoncé qu'elle ne remplacerait que pendant une semaine. Avant de partir aujourd'hui, dit-elle à la classe, je veux que chacun écrive quelque chose qu'il a appris cette semaine et quelque chose qu'il attend avec impatience. Alors que les élèves rangeaient leurs affaires, Madame Peterson plaça un petit cahier sur le bureau d'Émilie. Des mots simples, avec une couverture verte. Pour quand ton journal à papillon sera plein, dit-elle avec un clin d'œil. Tes mots méritent de l'espace pour grandir. Émilie serra le cadeau contre elle, luttant contre les larmes. Tu ne restes pas? J'ai une autre mission la semaine prochaine, répondit Madame Peterson doucement. Mais j'ai laissé des notes détaillées à M. Cooper sur nos aménagements et activités en classe. Ça ne changera rien, murmura Émilie. Les choses reviendront à ce qu'elles étaient. Madame Peterson s'agenouilla à côté de son fauteuil roulant. Émilie, ta voix compte. Même quand tu penses que personne n'écoute, continue d'écrire, continue de t'exprimer. Ce soir-là, Émilie écrivit dans son journal, « Chère maman, Madame Peterson m'a vue cette semaine. Elle m'a vraiment vue. Elle m'a rendu visible à nouveau, juste pour un petit moment. Elle a même remarqué les ecchymoses dont personne d'autre ne parle. Mais elle part, tout comme toi. Pourquoi les bons partent-ils toujours? M. Cooper revient lundi et je serai invisible à nouveau. Je garde le cahier vert caché. Il est trop spécial pour être utilisé à l'école où quelqu'un pourrait le prendre. Sur la page suivante, elle esquissa soigneusement l'aménagement de la classe de Madame Peterson, préservant le souvenir de 5 jours où elle avait eu sa place. La salle de classe était revenue à sa configuration d'origine lorsqu'M. Cooper revint lundi. Le pupitre d'Émilie était de nouveau relégué au coin du fond. Le demi-cercle d'inclusion démantelé comme si Madame Peterson n'avait jamais existé. Aujourd'hui, nous commençons nos projets annuels de sensibilisation communautaire, annonça M. Cooper. Vous travaillerez en groupe de 4 pour identifier un problème local et proposer des solutions. Cela comptera pour 30% de votre note de ce trimestre. Le cœur d'Émilie se serra. Les projets de groupe signifiaient généralement être la dernière choisie, voire pas du tout. Pour gagner du temps, continua M. Cooper, j'ai attribué les groupes. Il lut sa liste et Émilie attendit anxieusement jusqu'à ce qu'elle entende son nom associé à Jasmine Lou, Tyler Bennett et Madison Clark. Madison, la fille qui organisait la plupart des événements de la classe, fit immédiatement une grimace. Tyler, un joueur de basket connu pour sa vitesse, jeta un coup d'œil au fauteuil roulant d'Émilie avec une consternation mal dissimulée. Alors qu'ils se réunissaient pour réfléchir, Madison prit les choses en main. Nous devrions faire quelque chose à propos du terrain de jeu abandonné sur Oak Street. Nous pourrions proposer des rénovations. Ça a l'air bien, acquiesça Tyler. Nous pourrions visiter le site, prendre des mesures. Je ne peux pas accéder à ce terrain de jeu, interrompit doucement Émilie. Il y a des marches partout et pas de rampe. Madison leva les yeux au ciel. C'est le but de le rénover. Mais je ne peux même pas visiter le site avec vous pour travailler sur le projet, expliqua Émilie. Nous prendrons des photos pour toi, dit Madison d'un ton dédaigneux. Émilie prit une profonde inspiration, se souvenant des mots de Madame Peterson. Que diriez-vous de faire un projet sur l'accessibilité dans notre ville? Nous pourrions faire un sondage pour savoir quels espaces publics sont accessibles et quels ne le sont pas. Madison échangea des regards avec Tyler. C'est tellement spécifique. Nous aurons une note plus basse si nous devons travailler avec tes limites. Le mot la piqua. Émilie chercha du soutien auprès de Jasmine, mais même elle resta silencieuse, les yeux fixés sur son cahier. Nous pourrions nous réunir chez moi pour travailler sur la proposition de terrain de jeu, continua Madison.
Jeudi après l'école. Ma maison est entièrement accessible, proposa Émilie. Nous pourrions nous y rencontrer. Madison secoua la tête. Ma mère prépare déjà des collations pour nous. Nous te rattraperons vendredi. Alors que la cloche sonnait, Émilie regarda son groupe s'éloigner, discutant déjà des idées sans elle. Il n'avait même pas demandé son numéro de téléphone ou son adresse. Ce soir-là, Émilie travailla seule à la table de la cuisine pendant que Daniel préparait le dîner. « Sur quoi travailles-tu si intensément » demanda-t-il, remarquant les piles de papier et son expression concentrée. « Juste un projet d'école » répondit Émilie, ne mentionnant pas l'exclusion de son groupe au sujet de l'accessibilité dans les espaces publics. Daniel jeta un coup d'œil par-dessus son épaule au sondage détaillé qu'elle avait créé, aux statistiques soigneusement recherchées sur l'accès aux personnes handicapées et au début d'une présentation. « C'est impressionnant, ma grande. » Émilie sourit légèrement. Je me suis dit que peut-être que si les gens comprenaient mieux le problème, elle ne termina pas la phrase, mais Daniel lui serra doucement l'épaule, un de ces rares moments où ils se connectèrent sans mots. 3 jours plus tard, Émilie soumit son projet terminé seul, un sondage complet sur l'accessibilité de leur ville avec des solutions proposées et une maquette d'un terrain de jeu inclusif. M. Cooper eut l'air surpris lorsqu'elle lui remit le dossier épais. Où est le reste de ton groupe? Ils ont choisi un sujet différent, dit Émilie simplement. Le lundi suivant, M. Cooper rendit les projets corrigés. Je veux souligner une soumission exceptionnelle, annonça-t-il. Le sondage d'Émilie sur l'accessibilité était remarquable. Recherche approfondie, solutions pratiques et présentation impressionnante. Madison et Tyler échangèrent des regards mal à l'aise alors qu'Émilie recevait le seul A+ attribué. Alors que le cours se terminait, Jasmine glissa une note sur le pupitre d'Émilie avant de s'éloigner en hâte. Ton projet était incroyable. J'aimerais avoir ton courage de défendre ce qui compte. Je suis désolé de ne pas t'avoir aidé. Émilie glissa la note dans son journal à papillon. Ce soir-là, une petite victoire préservée dans ses pages. Pourtant, malgré la réussite scolaire, le projet n'avait fait que souligner ce qu'elle savait déjà. Lorsqu'on leur donnait le choix, les gens préféraient ne pas l'inclure du tout. Octobre apporta des feuilles qui tombent et une nouvelle routine pour Émilie. Elle découvrit la bibliothèque de l'école, un sanctuaire tranquille pendant le déjeuner et la récréation. Madame Rivera, la bibliothécaire, posait peu de questions et semblait contente de laisser Émilie lire au fond ou travailler sur ses écrits. De retour, demanda Madame Rivera un mardi alors qu'Émilie entrait juste au début de la pause déjeuner. Émilie hocha la tête, se dirigeant déjà vers son coin habituel. J'aide à organiser la section des références, tu te souviens. Ce n'était pas entièrement faux. Émilie s'était portée volontaire pour aider à remettre les livres dans les rayons. Cela lui donnait un but et une raison légitime d'éviter la cafétéria où Troy et ses amis avaient commencé à jouer au wheelchair tag, un jeu qui consistait à voir à quelle distance ils pouvaient faire rouler des objets vers ses roues sans les heurter. Il affirmait toujours que c'était juste pour s'amuser lorsque les adultes le remarquaient parfois. La bibliothèque était devenue sa forteresse, ses étagères comme des murs protecteurs. Aujourd'hui, Émilie sortit son journal à papillon, vérifiant soigneusement qu'elle était vraiment seule avant d'écrire. « Chère maman », commença-t-elle. « Ça fait 6 semaines que je suis de retour à l'école maintenant. J'ai cartographié tout le bâtiment dans ma tête. Quel couloir éviter, quels adultes font vraiment attention, quelle cachette fonctionne le mieux. Est-ce étrange que je sois devenue bonne à être invisible alors que c'est la dernière chose que je veux être. » Son stylo s'arrêta lorsqu'elle entendit des voix approcher. Elle ferma rapidement le journal, le glissant sous un manuel alors que Troy et Marcus entraient dans la bibliothèque, se disputant bruyamment à propos d'un jeu vidéo. Madame Rivera les fit sortir fermement. Des voix de bibliothèque, les garçons, sinon allez ailleurs. Ils baissèrent la voix, mais continuèrent à errer dans les rayons. Émilie s'enfonça plus profondément dans son coin, espérant que les rayons de livres documentaires la protégeraient. Et, regardez, c'est Will, murmura Troy, la repérant. Tu te caches encore? Émilie se concentra sur son manuel, faisant semblant de ne pas entendre. Nous sommes juste amicaux, dit Marcus, s'appuyant contre son fauteuil roulant. Tu ne te sens pas toute seule ici? J'étudie, répondit Émilie sans lever les yeux. S'il vous plaît, ne touchez pas à ma chaise. Si susceptible, rit Troy, mais se redressa lorsque Madame Rivera apparut au bout de l'allée.
Avez-vous besoin d'aide pour trouver quelque chose, les garçons, demanda-t-elle sèchement. Ils marmonnèrent des excuses et partirent, mais pas avant que Troy ne fasse tomber accidentellement plusieurs livres de l'étagère près de la tête d'Émilie. Ce soir-là, Daniel remarqua de nouvelles égratignures sur le côté du fauteuil roulant d'Émilie alors qu'il l'aidait à monter dans la voiture. « Que s'est-il passé ici » demanda-t-il en passant son doigt le long des marques argentées. Le cœur d'Émilie s'emballa. « Oh, j'ai mal évalué un virage près de la fontaine à eau. Le coin du mur est vraiment pointu. » Daniel fronça les sourcils. « C'est le 3e incident de dommage ce mois-ci. Ma grande, ces chaises coûtent cher à réparer. Je m'habitue encore à me déplacer, mentit-elle. Les couloirs de l'école sont bondés. » Daniel sembla sur le point d'insister lorsque son téléphone sonna, son patron du chantier de construction. Émilie regarda son visage passer de celui d'un père inquiet à celui d'un employé concentré en un instant. « Mathieu à l'appareil » répondit-il en s'éloignant pour prendre l'appel. À la maison, Émilie se dirigea en fauteuil roulant vers sa chambre pendant que Daniel préparait un dîner rapide avant son service de nuit. Elle l'entendit se déplacer dans la cuisine, les sons familiers de leur vie fragmentée, le micro-ondes qui sonne, les assiettes en carton qui sont posées, les clés qui tintent alors qu'il se prépare à repartir. Plus tard, alors qu'elle faisait semblant de dormir, Émilie entendit Daniel s'arrêter devant sa porte. Il y eut un moment de silence, puis un doux soupir avant que ses pas ne continuent dans le couloir. Elle se demanda ce qu'il voulait dire, quels mots furent avalés dans ce soupir. Ouvrant les yeux, Émilie aperçut la photo de sa mère sur sa table de chevet. Dans la faible lueur de sa veilleuse, le sourire de Sarah Matthews sembla à la fois réconfortant et incroyablement lointain. Émilie tendit la main vers la photo, traçant le visage de sa mère avec son doigt. « Il essaie, maman, murmura-t-elle. Nous essayons tous les deux, mais c'est comme si nous parlions des langues différentes. » Sous son oreiller, son journal à papillons contenait tous les mots qu'elle ne pouvait pas dire à voix haute. Au sujet des cachettes dans la bibliothèque, des accidents dans le couloir, des professeurs qui voyaient mais détournaient le regard, de la crainte croissante chaque matin, des mots que Daniel pourrait trouver s'il regardait d'assez près, s'il avait un jour le temps de vraiment voir au-delà de la survie. Mais pour l'instant, ces vérités restaient cachées, comme les petites ecchymoses sous ses manches longues ailées.